recording progresse. Donc, les amis, Bezrat Hashem, Moadim les Simcha, Bezrat Hashem, on va essayer d'avancer vers la fin du Perek Yom Tov, deuxième Perek de Maseret Betsa. Alors, je ne crois pas qu'on va réussir à finir le Perek aujourd'hui, même si normalement on aurait dû. Mais en tout cas, on en est à Dafraf Bet Amoud Aleph, au milieu du Hamoud. On en est Bae Mine Ababar Marta, mais Abaye. On va voir un petit peu des petites règles par rapport à l'interdiction d'éteindre pendant Yom Tov. Voilà. Amar, vous l'avez ou pas? C'est bon, Hacher? Allez, on est là. Baemine Ababar Marta, mais Abaye. Donc, il a posé la question, il a demandé à Ababar Marta, il a demandé à Abaye. Maou lechabot et taner mi pene davar acher. Est-ce qu'on a le droit, pendant Yom Tov, d'éteindre un nerf qui est allumé pendant Yom Tov, d'accord? De l'éteindre pour davar acher. Alors, davar acher, c'est un langage réservé pour dire la mitzvah avec sa femme. D'accord? Donc, on sait qu'on avait appris que la mitzvah avec sa femme, normalement, on doit la faire normalement quand c'est la lumière éteinte. Donc, là, se demande la Gemara, est-ce que ça s'appelle que c'est un tzorer de Yom Tov qui justifierait le kibouille, d'accord? Que de devoir faire le tashmish hamita. Alors, il te dit, est-ce qu'on appelle ça un tzorer ochel nefesh ou pas? Attends une minute, on est d'accord que normalement, c'est on n'a pas le droit d'éteindre. Pardon? Normalement, on n'a pas le droit d'éteindre. Ah, parce que là, le tzorer, ça serait d'éteindre. Parce qu'on n'a pas le droit d'éteindre d'habitude, parce qu'il n'y a pas de tzorer. D'accord. Okay. Yamani. Voilà, donc là, on se pose la question, est-ce qu'on a le droit... Ah, pas, il est arrivé ou pas? Je l'ai accepté. Donc, on se demande... Hop. Moadim le Simcha. Voilà. Il y en a qui me met plus de temps à les connecter. Voilà. Tu nous entends, Manu? Donc, voilà, donc moi, je pose la question, est-ce que... Il n'est pas connecté à l'audio encore. Ah, c'est ça, ouais. Est-ce que le Tashmish Hamita, vu qu'on n'a pas le droit de faire cette mitzvah-là lorsque la lumière est allumée, est-ce que, même si en réalité, ce n'est pas du Ochel Nefesh, est-ce qu'on aurait le droit de le faire pendant un temps, vu que c'est un tzorer quand même du Anat Agouf? C'est quelque chose qui a un besoin corporel. Donc, est-ce que Bémed, on autoriserait ça pendant Yom Tov? Amaro lui a dit, Abaye, il a répondu, F-char, Bebeitacher. Il peut être dans une autre pièce qui est éteinte. Alors, il lui a dit, si jamais il n'a pas la possibilité de dans une autre pièce, Elo Beitacher Mai. Il lui a dit, F-char, la faute Mechitza, tu peux couvrir. Hop, salut Manu, moi je dis, Simcha, tu nous entends? Tu nous entends, Manu? Il nous entend. Ah, tu nous entends pas? Tu nous entends pas? Ah. Bon, il va trouver le moyen de nous entendre. En tout cas, la Gemara se pose la question, elle se demande est-ce que tu as le droit. Donc la Gemara dit il y a une possibilité de faire une mechitza. Alors quand on dit une mechitza, ça veut dire de mettre un tissu ou un drap qui séparerait entre lui et le nerf. Alors là, c'est vrai que les poskim se posent la question comment on pourrait faire une mechitza, sachant que c'est Oel Araï. Tu nous entends, Manu? Ah, c'est bon, ouais. Ah, ça va. Voilà, donc on en est à Dafraf Bet Amoud Aleph. Khaf Bet Amoud Aleph de Maseret Betsa. Au milieu du Hamoud, en fait. On est au milieu du Hamoud. La Gemara se pose la question est-ce qu'on a le droit d'éteindre le nerf pour la mitzvah de Tashmish Hamita? Et il lui a dit que non, tu peux aller dans une autre pièce. Alors, la Gemara a dit s'il n'a pas d'autre pièce. La Gemara a dit il n'a qu'à faire une mechitza pour le séparer du nerf. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que les Acharonim se posent la question comment on pourrait faire une mechitza pour se séparer du nerf, sachant qu'on avait déjà appris dans Ilchot Shabbat que de faire une mechitza à materet, une mechitza grâce à laquelle tu vas pouvoir faire quelque chose, par exemple de faire une mechitza pour Souka, ou de faire une mechitza pour faire un Reshut Yachid, ou là, en l'occurrence, dans notre cas, de faire une mechitza pour lui permettre de faire la mitzvah de Tashmish Hamita. Une mechitza materet, normalement, c'est interdit. Donc, comment ça se fait que là, on autorise? Et en fait, salut Madi, salut Joseph, salut. Comment ça va? Baruch Hashem, on en est à Daf Khaf Bet Amoud Aleph. On vient de démarrer à l'instant. Ok, super. Donc là, on se pose la question, est-ce qu'on a le droit de faire une mechitza pour le Tashmish Hamita
Non, pas Mechitza, je raconte. La Gemara s'est posé la question, est-ce qu'on a le droit d'éteindre un air si jamais on est Yom Tov et qu'on a un air qui est allumé? On sait que la mitzvah de Tashmish Shamita, normalement, elle doit être faite dans l'obscurité. Donc, est-ce qu'on a le droit d'éteindre le nerf, même si en réalité, ce n'est pas un Ochel Nefesh, mais c'est un Tzorech Hagouf? Alors, la Gemara, elle te dit, non, tu n'éteins pas le nerf, tu vas dans une autre pièce. Alors, la Gemara dit, ok, celui qui n'a pas d'autre pièce, comment il fait? La Gemara, elle te dit, il peut faire une Mechitza. Alors, on en était là, et j'étais juste en train de rapporter la question des Acharonim qui se demandaient comment la Gemara peut envisager qu'on autorise de faire une Mechitza, alors que finalement, cette Mechitza, ce serait une Mechitza à Materet. On avait déjà vu que parmi les règles de OL, à part le fait de faire un OL qui serait un toit, il y a aussi le fameux cita de Rabbeinu Tam qui dit que de faire une Mechitza qui te permettrait, par exemple, de fermer une souka, ou de cachériser une souka, ou de cachériser un Reshut Hayachid, de faire une Mechitza comme ça, c'est interdit. Donc là, si tu fais un drap qui te permettrait de pouvoir faire ta Shmishamita, c'est une Mechitza Materet. Une Mechitza Materet, ça devrait être interdit. Là-bas, le Magen Avraham, il rapporte les Rishonim, je crois, le Raviat, si je ne me trompe pas, j'ai vu ça il y a longtemps, en tout cas, qui dit que de faire une Mechitza dans le Bet HaKnesset, ça, ce n'est pas une Mechitza qui est une Mechitza Materet, pour séparer entre les hommes et les femmes. Parce qu'une Mechitza dans le Bet HaKnesset, ça, c'est une Mechitza qui est seulement les Tzniout Be'alma. C'est pas une. C'est-à-dire que disons que c'est quelqu'un qui n'aurait pas mis cette Mechitza là, même si ce n'est pas beau, mais il peut prier comme ça, et sa prière, elle est quand même valable. Mais là, la Mizot HaShmishamita, il ne peut pas la faire s'il est dans la même pièce que la lumière. Donc là, grâce à cette Mechitza, il se permet de faire la Mizot HaShmishamita. Alors, c'est une question qui est rapportée dans le Magen Avraham, et la réponse qui est donnée, c'est que toute l'idée, ce n'est pas la Mechitza, parce que celui qui ferait une Mechitza, et quand bien même ça la mesure d'une Mechitza, mais si la lumière elle passe par-dessus, ça ne suffit pas. L'idée, c'est d'enlever la lumière. Donc finalement, ce n'est pas la Mechitza qui va t'autoriser, c'est surtout le fait de cacher, de voiler la lumière. Et voiler la lumière, ce n'est pas la halakha de Mechitza qui va servir, parce que tu pourrais faire une Mechitza qui fait 10 fachim, mais qui n'a pas encore voilé la lumière, et c'est interdit. Donc ce qui autorise, c'est le fait de couvrir le nerf. En fait, ce n'est pas la Mechitza en soi. Donc c'est pour ça que ça ne rentre pas dans le problème de Mechitza matérielle. Si je ne me trompe pas, je n'ai pas revu ce Magen Avraham, mais si je ne me trompe pas, c'est un truc comme ça qui dit. En tout cas, l'Agma, elle te dit on n'a qu'à faire une Mechitza. L'Agma, elle te dit s'il n'a pas de Mechitza, est-ce qu'il pourrait éteindre la bougie ou pas? אין לו לעשות מחיצה. מאי, אפשר לחפות את הכלי? Ça plante de ouf. Waouh. Vous ne m'entendez pas? J'espère que ça va aller. Bon, doucement, doucement. Je sais pas si là, c'est on t'entend, mais ça. Moi. Non, c'est lui, c'est toi. C'est moi? Ah, c'est moi? C'est nous. Bon, on va doucement, doucement. C'est chez moi? Bon, on va doucement, doucement. Birat Hashem, ça va aller. En tout cas, moi, elle te dit que ce que tu peux, c'est tu peux les chapot à lave. Et ta clé, tu peux couvrir le nerf en le couvrant d'un kéli. La Gemara dit ok, ça c'est vrai s'il a la possibilité, je veux bien, mais s'il n'a pas la possibilité, il n'a pas un kéli, il n'a rien à disposition pour pouvoir faire ça. Alors il lui a dit Amarle Assour. Il lui a dit tu n'as pas le droit d'éteindre les tsorerze. Ça veut dire qu'en réalité, d'éteindre, on autorise que les tsorer ochel nefesh. D'accord? Maintenant, la Gemara elle te dit et je t'objecte, voilà, je t'ai apporté une braïta, où a priori dans la braïta, il y a marqué qu'on a le droit d'éteindre. Pourquoi? La braïta nous dit El mechabid et abkaat kede lachus alea, ve'im bishvil shoyita shenabayit mutar, ou agdera mutar. Shoyita shenabayit ou agdera mutar. Il y a marqué que si jamais tu as une bûche de bois, d'accord, une bûche, et elle est allumée, et tu veux l'éteindre pour l'économiser, d'accord? Alors là, tu n'as pas le droit de l'éteindre pour l'économiser, ce n'est pas une raison qui est suffisante. Par contre, si jamais tu veux l'éteindre pour éviter que la maison s'enfume, d'accord, ou alors que la gdera, elle prenne trop le feu et qu'elle abîme le tafshil qui est à l'intérieur de la gdera, dans ce cas-là, c'est autorisé d'éteindre. Donc on voit qu'on a le droit d'éteindre les tsorech, même si ce n'est pas, en tout cas pour la maison, ce n'est pas tsorech ochel nefesh. Alors pour l'histoire du tafshil, c'est ochel nefesh, ok, pour ne pas abîmer le tafshil, mais quand tu ne veux pas que la maison, elle soit mise à chaîne, elle s'enfume. Donc, c'est que ce n'est pas un ochel nefesh. Et malgré tout, vu que c'est un sauvetage qui va te permettre d'avoir une anat à gouffre, on autoriserait cette kibouille. Alors, la Gemara, elle dit que tu vois bien que ce n'est pas comme ce qu'il a dit à Abaye. Alors, Abaye lui a répondu, lui a dit, moi, la question que je me demande, c'est d'après l'avis de Chachamim. Il y a Chachamim qui interdisent les marchiré ochel nefesh, alors que Rabbi Yehuda, lui, il autorise marchiré ochel nefesh. Ce qu'on appelle marchiré ochel nefesh, c'est ce qui n'est pas directement
un tikkun sur le ochel nefesh lui-même, mais c'est quelque chose qui est une étape avant. Par exemple, prendre le couteau et l'aiguiser pour que tu puisses couper après ta nourriture. Alors là, ce n'est pas directement du ochel nefesh, c'est de la préparation au ochel nefesh. On appelle ça marchiré ochel nefesh. Dans la plupart des marchiré ochel nefesh, on peut te dire que tu aurais pu le faire la veille, et donc ça ne justifie pas de le faire pendant Yom Tov. Hop là, il y a Bokara Yohan. Et la Gemara, elle nous dit ici que Abaye, comment il répond à cette braïta-là? J'ai eu un seconde. La Gemara, elle explique et elle dit Moadim le Simcha, Moadim le Simcha. Et Nati Ben Simon, waouh, on est full là. Salut les amis, salut Yohan, ça va? Moadim le Simcha. Voilà, Nati, c'est là, ça va Nati? Voilà. Moadim le Simcha, Nati. Moadim le Simcha, Baruch Hashem. On vient de démarrer, alors juste je récapitule ce qu'on vient de dire. On a démarré il y a quelques minutes en fait, mais bon, je récapitule ce qu'on vient de dire. Ce qu'on a dit pour l'instant, on a dit qu'on n'a pas le droit d'éteindre une bougie si on en a besoin pour un tzorer agouf, quelque chose qui est nécessaire pour le corps. L'exemple de la Gemara, c'est que quelqu'un qui voudrait éteindre la bougie pour pouvoir faire la mitzvah de Tashmish Hamita avec sa femme. Alors là, dans ce cas-là, la Gemara elle dit que c'est interdit. Il dit qu'on n'a pas le droit d'éteindre pour ce besoin-là. On a le droit d'éteindre que si c'est pour un ochel nefesh direct. Alors sur ça, la Gemara rapporte une braïta où on voit qu'on a le droit d'éteindre une bougie si on ne veut pas que la maison elle s'enfume. Donc ça, ce n'est pas du ochel nefesh a priori. Et là, malgré tout, on autorise d'éteindre. La Gemara, elle te dit, Abaye répond que ça, c'est un avis qui va comme Abaye, mais comme Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, lui, pense que marchiré ochel nefesh, c'est autorisé. Et nous, en fait, la question qu'on s'est posée, c'est selon l'avis de Chachamim. Alors, Tosfot, tout de suite, il pose la question, il se demande, mais la halakha est comme Rabbi Yehuda. Alors, la Gemara, enfin, Tosfot, il te dit qu'en fait, c'est vrai que la Gemara va nous dire plus tard que la halakha est comme Rabbi Yehuda, mais en fait, c'est une halakha qu'on garde discrète. C'est ce qu'on appelle, ça rentre dans la catégorie de halakha ve'en morinken. Le fait d'autoriser les marchiré ochel nefesh, on verra plus loin. Marchiré ochel nefesh, c'est-à-dire tout ce qui est pas directement sur le ochel nefesh, mais préparation avant. Par exemple, aiguiser les couteaux, arranger tout ce qui est matériel pour pouvoir préparer la nourriture, mais pas directement la préparation de la nourriture elle-même. Donc ces choses-là, de les autoriser pendant Yom Tov, c'est quelque chose, c'est vrai que la halakha est comme Rabbi Yehuda et qu'on autorise, mais en morinken, on n'enseigne pas ça en public. Donc c'est pour ça que Abaye s'est posé la question d'après Chachamim qui est l'avis qu'on a l'habitude d'enseigner en public. Et on lui a dit que c'est interdit. Et ce qui a marqué que c'est autorisé, c'est selon l'avis de Rabbi Yehuda. Donc là, je reprends, je suis à Dafraf Bet Amoud Aleph, vers le Baemine Abaye Miraba. C'est à peu près vers le dernier tiers du Hamoud. Alors nous dit la Gemara, Baemine Abaye Miraba. Maou le Chabot et Adleka Beyom Tov. Est-ce qu'on a le droit d'éteindre un incendie pendant Yom Tov? Bon, la question, elle est un petit peu bizarre. La Gemara te dit tout de suite, s'il y a un pikoach nefesh, il n'y a pas de question. Alors lui a dit, je ne me pose pas la question si y a un cas de pikoach nefesh. Même Shabbat, c'est autorisé. Je me pose la question lorsque il y a une perte d'argent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qui peut lui entraîner une perte d'argent. Par exemple, sa maison peut brûler ou un truc comme ça. Et dans ce cas-là, on se pose la question, est-ce qu'on a le droit d'éteindre la bougie de Yom Tov, pendant Yom Tov pour une chose pareille ou pas? Ou alors, tu vas me dire, non, ce n'est pas directement du Ochel Nefesh. Alors, il lui a dit, c'est assourd. Il lui a dit, tu n'as pas le droit. S'il n'y a pas de pikoach nefesh, tu n'as pas le droit, tu laisses la maison cramer, et tu n'as pas le droit d'éteindre pendant Yom Tov pour ça. Alors, il lui rapporte l'histoire de la maison qu'on a le droit d'éteindre la bûche lorsque la maison, elle s'enfume. Il lui répond la même chose que c'est Rabbi Yehuda et pas Chachamim, ce qu'on avait dit juste avant. Et Tivé, El Mechabin et Abkat, Kede la Chous Alea, Vim Bishvish Sheot Hashena Bait, O Agdera Mutar. Aïe Rabbi Yehuda, Vechikamina Ana, les Rabanan. Moi, la question que je me pose, c'est selon Chachamim, qui pense que marcher au Ochel Nefesh, c'est interdit pendant Yom Tov, parce qu'eux, ils disent ou les vados, c'est seulement le Ochel Nefesh et pas les marchirés Ochel Nefesh. Donc, je me pose la question, d'après la vie de Chachamim, est-ce qu'on a le droit de faire quelque chose qui est le tzorer agouf, qui n'est pas Ochel Nefesh, comme par exemple d'éteindre justement cette bûche-là pour ne pas qu'elle s'enflamme la maison? Il y a marqué que c'est interdit. Ou alors d'éteindre voilà, pour empêcher un incendie. Là, c'est quelque chose qui est interdit. Alors, très bien. La Gemara, elle te dit, est-ce qu'on a le droit pour Baemine Ravashi mais Amimar? Ravashi l'a demandé à Amimar, il lui a posé la question. Maoul likrol et aïn beyom tov.
est-ce qu'on a le droit de se mettre du... Alors, le kroll, c'était un genre de maquillage, mais qui était utilisé en tant que pommade pour guérir l'œil. C'était une réfoua. On sait qu'une réfoua, normalement, on n'a pas le droit de la faire ni Shabbat, ni Yom Tov. Alors, est-ce qu'on a le droit, il te dit, de faire une réfoua pendant Yom Tov? Pourquoi pendant Yom Tov, ce serait plus autorisé? Parce que c'est possible que, vu que c'est un tzorech hagouf, on autorise. Alors, il lui a dit, si jamais il y a un pikoach nefesh, il n'y a pas de question. C'est sûr qu'on autorise. Echade kasakana. Alors, par exemple, la Gemara donne des exemples, elle donne des noms de maladies des yeux. Kegon, rira. Rira, c'est-à-dire qu'il y a il y a du liquide qui sort de l'œil. Ditsa. Ditsa, c'est quand il a une douleur comme une pression sur l'œil. D'accord? Comme si on lui rentrait une aiguille dans l'œil. Dama, il a un petit peu de sang qui sort de l'œil. Dimata, l'œil, il pleure sans arrêt. Ou alors kadarta, c'est que l'œil, il a l'air d'être un petit peu chaud comme si il avait de la fièvre. Vetrilat urla, le début de toutes ces maladies-là, c'est clair qu'on ne se pose pas la question et que tu vas directement aux urgences et il n'y a pas de question de est-ce que tu as le droit de te faire une réfoua. C'est pratiquement du pikoach nefesh, on ne prend pas de risque. Par contre, nous, ce qu'on se pose la question, et donc c'est autorisé même pendant Shabbat. Même pendant Shabbat, c'est autorisé. Nous, la question qu'on se pose, c'est quand la maladie elle est déjà passée, il est à la fin de la maladie, il a des petites douleurs, et il veut s'apaiser en mettant une petite pommade. Est-ce qu'il a le droit ou pas? Sauf là. La fin de la maladie, ou patsuche ena, et en fait, il le fait juste pour arranger et améliorer sa vue. Est-ce que dans un cas pareil, c'est autorisé ou pas? Maï, à Marley, Assou. Il a dit on n'autorise pas une chose pareille. Il lui pose la question, pourtant on a vu que les marchés, la maison, on a le droit d'éteindre pour le tzorech hagouf. Là aussi, c'est un tzorech hagouf, on devrait autoriser. On avait dit qu'on a le droit d'éteindre. Là, il lui a répondu la même question, la même réponse. Kedeshanin, comme ce qu'on avait répondu plus haut. Veshanel et Kedeshanin, il a répondu ce qu'on avait répondu plus haut. La réponse de Abaye, à savoir que cette Mishnah-là, elle va comme Rabbi Yehuda, et nous on se pose la question d'après Rabbanan. Maintenant, la Gemara, elle nous dit Amimar, Charel et Mikral Ena Minochri. Amimar autorise à faire cette réfoua-là de l'œil par l'intermédiaire d'un goy. Par l'intermédiaire d'un goy. Alors, même pendant Shabbat, Beshabta, pendant Shabbat. Amar lui a répondu, il lui a dit, Amar le Ravash, il a Amimar, il lui a dit, comment ça fait que tu autorises une chose pareille? Maïdatra. Pour quelle raison tu autorises ça? Parce que tu as entendu que Oula Bere de Rav il a dit que Kol Tzorke Chole Osin Aliede Nochri Beshabbat, que tout ce qui est besoin d'un malade, on a le droit de demander à un goy. Il y a une halakha comme ça, c'est même la halakha pour les Chot Shabbat. Si jamais il y a un problème d'un malade, même si y a un problème chez Shenbo Sakana, tu peux demander à un goy de faire. Amiral Anochri n'a pas été dit dans un cas pour la refoua et pour les tzorech cholé, même cholé Shenbo Sakana, même si c'est un cholé qui n'est pas en danger. Alors, est-ce que tu te bases sur cette halakha-là pour autoriser de mettre de la pommade sur l'œil? Je lui ai dit, mais ça, je crois que ce n'est pas la même chose, ce n'est pas comparable. Parce que c'est vrai que de mettre de la pommade, c'est une refoua. Mais le problème, c'est que ce qu'il a autorisé, Oula Bar Ilai, Amar Avamnuna, Kol Davar, chez Enbo Sakana, toute chose sur laquelle il n'y a pas un danger, on peut demander au goy de le faire. Omer Lanochi aussi, mais il lui a dit, mais ce n'est pas dans tous les cas qu'on autorise ça. Ah, mais dans quel cas on autorise une chose pareille? C'est quand toi, tu ne participes pas à la refoua. Tu fais rien, tu es là, tu es passif, et le goy, il te fait une refoua. Or, dans la pommade sur l'œil, quand il te met quelque chose sur l'œil, toi, tu es en train de bouger l'œil et de cligner l'œil pour faire rentrer le médicament. Donc là, tu es en train de participer à la refoua. Et ça qui te dit qu'il a autorisé une chose pareille. Avalmar, Kamesayea, Bahade, tu es en train d'aider. Des cas à mitz, patar, tu es en train de cligner de l'œil. Et donc, une chose pareille, c'est interdit. Il lui a dit, moi, je pense comme l'avis de Rav Zévid qui autorise même dans un cas pareil. Amarle, Ika Rav Zévid, des cas Ekevater et Rav Zévid qui pense comme moi. Je lui ai déjà posé la question. Veshanele, il a répondu à cette question-là. Mesayea en bomamash. Le fait de juste participer, de ne pas être l'actif principal, eh ben, ce n'est pas quelque chose qui est interdit. On dit que Mesayea en bomamash, celui qui aide, n'est pas considéré comme ayant fait l'action. On avait déjà eu cette notion-là dans ma série de Shabbat, quand il y a une personne qui participe à la Melacha, mais que sans lui, la Melacha, elle pouvait se faire quand même. On avait dit que dans certains cas, on ne tenait pas compte de celui qui est juste un messayer. Très bien. Très bien. Continue la Gemara et elle parle maintenant de faire cette chose-là pendant le deuxième jour de Yom Tov de Rosh Hashanah. Amimar Sharal et Mikral Ena Yom Tov Sheni de Rosh Hashanah. Amimar, il a autorisé à faire cette refoua-là le deuxième jour de Rosh Hashanah.
Maintenant, nous, on avait appris au début de la Maséchet que le deuxième jour de Rosh Hashanah, c'est comme le premier jour. En fait, c'est un Yom Aror. C'est comme si c'était un jour qui était long. Ce que l'Agma lui pose comme question, il lui dit attends, je ne comprends pas. Amar les Ravashi la Mimar. Ravashi a posé la question à Mimar, il lui a demandé. Pourtant, il y a marqué que Amar Rava, pourtant Rava il a enseigné, on a vu au début de la Maséchet, que si jamais il y avait un mort le premier jour de Yom Tov, on l'enterre par l'intermédiaire des Goy. Met Yom Tov Rishon, Itaskubo Amamin, c'est les Goy qui vont faire son enterrement. Yom Tov Sheni, le Yom Tov Sheni en Khouslaret, si jamais il y a un mort, eh ben, c'est les Juifs eux-mêmes qui l'enterrent, comme on a vu dans la Gemara, que les Chachamim ont rendu le deuxième jour de Yom Tov comme un jour de Chol par rapport au cadavre et l'enterrement d'un mort. Maintenant, la Gemara dit c'est uniquement par rapport au maître qu'on a autorisé une chose pareille. Il y a marqué que même les 2 jours de Rosh Hashanah, on autorise le deuxième jour. La filou beshne yamim tovim shel Rosh Hashanah. Alors, je ne la page, la Gemara te dit Machen ken bebetza. Par contre, pour l'œuf, le deuxième jour de Rosh Hashanah, il n'est pas comme les 2 jours de Yom Tov de Sukkot, par exemple, en Koutsaret. On avait dit que si jamais il y a un œuf qui naît le premier jour, il serait moutard le deuxième jour. Enfin, on avait cette marloquette, on avait vu que Rav, il autorisait le deuxième jour en disant que le deuxième jour, soit il est chol, ou soit c'est le premier jour qui est chol. Donc, quoi qu'il arrive, tu peux manger l'œuf. S'il est né le premier jour, tu pourras le manger le deuxième jour. Mais par contre, quand c'est le deuxième jour de Rosh Hashanah, tu ne pourras pas le manger. Alors, il lui a dit, ok. Il lui a dit, moi, je pense comme l'avis de Néardé Amar, les Anna, Kenéardé et Svirali. Tu sais pourquoi moi j'ai autorisé à faire une réfoua le deuxième jour de Rosh Hashanah? Parce que moi, je pense comme l'avis de Néardéa, des Chachamim de Néardéa, qui eux ont autorisé le Betsa même le deuxième jour de Rosh Hashanah. Et on avait expliqué que, en fait, c'est vrai que des fois, en fait, la raison de considérer le deuxième jour de Rosh Hashanah comme étant une prolongation du premier jour, c'était par le fait de dire que le mois de Elul peut devenir, Pitom, il peut devenir un mois de 30 jours. Donc, si le mois de Elul devient un mois de 30 jours, donc finalement, le deuxième jour serait un jour qui serait finalement le premier jour de Rosh Hashanah. Donc, la Gemara te dit, moi, je considère que vu que ce cas-là, il ne peut jamais arriver, parce que depuis l'époque de Ezra, il n'y a jamais eu un mois de Elul qui faisait 30 jours, qui était Meroubar. Donc, vu que c'est jamais arrivé, donc pour moi, le deuxième jour, quand on rajoute Tam, et donc c'est comme les 2 jours de Yom Tov. Donc, en gros, un petit peu faire un raccourci un petit peu sur l'histoire, mais bon, en gros, c'est ce que elle te dit ici. Machen ken bebetza, marle ana kenearde zvirale, de amre av bebetza. Ou maïdater, pourquoi quel est ton problème à toi? Dilma, abrele les loul. Peut-être que le mois de Loul va devenir un mois meroubar qui fait 30 jours. Il lui a dit depuis l'époque de Amar Rav Chanina Barkana, il a dit Rav Chanina Barkana, Mimot Ezra Ve'elar, depuis l'époque de Ezra, Lomatsinu Elul Meubar. On n'a jamais vu que le mois de Elul faisait 30 jours. Très bien. Maintenant, on a fini cette première partie de la Mishnah. Dans la Mishnah précédente, on avait vu qu'il y avait Rabban Gamliel qui était mahmir, comme l'avis de Bet Shammai, de ne pas faire de pain qui était. Alors, moi, j'avais expliqué que c'était un pain qui était gros. D'accord? Il autorisait à faire que des galettes. Il n'autorisait pas de faire des gros pains. Il autorisait à cuisiner que des galettes. Des rekikim. Rekikim, exactement. Donc maintenant, la Gemara va rapporter un autre enseignement qu'on avait déjà vu dans Maseret Psachim par rapport à l'interdiction de Chametz, de faire des pains épais ou pas par rapport à l'interdiction de Chametz. Et finalement, la Gemara va se rendre compte que le problème, ce n'est pas un problème de Chametz, c'est un problème comme ce qu'on est en train de dire ici, c'est que de faire un gros pain, ça demande un effort qui est une tircha, qui n'est pas forcément nécessaire. Et donc, c'est pour ça que Bet Shammai, il interdit cette chose pareille. Alors, la Gemara, elle nous dit comme ça. Tanoura Banan. Bet Shammai Omrim En Ofin Pat Ava Be Pesach. Il y a une braïta qui nous parle de Pesach. Rien à voir avec Yom Tov, enfin, qui parle de Pesach. Donc, a priori, si ça parle de Pesach, première approche de cette Gemara-là, c'est de comprendre que c'est un problème par rapport au Chametz. Tanoura Banan. Bet Shammai Omrim En Ofin Pat Ava Be Pesach. On n'a pas le droit de cuisiner un pain épais à Pesach. Pourquoi? Parce qu'un pain épais, c'est beaucoup plus difficile à le préserver du chimoutz. Bet Hillel, il te dit non, c'est autorisé. Alors, jusqu'à combien Bet Hillel il autorise? Des kama pat ava, jusqu'à combien? Alors, c'est comme ça qu'il faut comprendre, quand Rachid explique, c'est combien le pat ava que Bet Hillel autorise, d'accord? La limite, Hillel, il ne va pas t'autoriser un pain qui est trop gros non plus. Jusqu'à quelle limite il autorise un pain épais? Jusqu'à un téphar.
Parce qu'on a déjà vu que le lechem apanim, on a déjà vu un pain qui était matzah et qui faisait un tefar, le lechem apanim. Alors, la Gemara pose la question, le lechem apanim, il faut être un pro pour le faire. On a vu que c'était que les Germans qui faisaient le pain. Vous vous rappelez, Bet Garmou, c'était seulement eux qui savaient faire ce pain-là. Parce que la Gemara le demande tout de suite. Amaravuna tefar, sheken masinu belechem apanim, tefar. On a vu que le lechem apanim, il faisait un tefar. Batkif, la Rav Yosef, il a objecté, il demande. C'est seulement des professionnels qui faisaient ça, des gens qui étaient zridim, qui étaient rapides. Celui qui n'est pas rapide, est-ce qu'il sera capable de faire ce genre de pain d'une épaisseur de 1 tefar? Imam Roubé Pat Amela, s'ils ont dit pour un pain qui était un pain Pat Amela, alors Pat Amela, ça veut dire sur lequel tu as travaillé et que tu as fait dessus de la boxe. Tu l'as tapé, il y a marqué que ce pain-là, il était tapé. Celui qui tapait sur ce pain-là, c'était un boxeur poids lourd. Pourquoi? Parce qu'il tapait sans arrêt, il y a marqué que tu le tapais, je ne sais pas combien, plusieurs centaines de fois. Comment c'est rapporté dans Rashi? Rashi rapporte, il te dit qu'on le tapait 500 fois, on mettait 500 beritot, beigrof, donc 500 coups de poing, et on le caressait, on le massait pendant plusieurs centaines de fois aussi. 300 fois on le massait et 500 fois on le tapait. Donc c'est un pain qui est travaillé à fond. Donc c'est pour ça que ce pain-là, il ne devient pas chametz, même s'il a une épaisseur d'un tefar. Mais un pain normal, il ne fait pas, et tu ne travailles pas autant. Donc comment tu peux le comparer? Autre différence qu'il y a avec le lechem apanim, c'est que imamrou be'etim yeveshim, imamrou be'etim lachim, le lechem apanim, il était fait avec du bois qui était sec, tandis que toi, tu vas peut-être utiliser du bois qui est humide, et un bois qui est humide, il va mettre plus de temps à chauffer ton four. Donc finalement, le temps que ton four il chauffe, peut-être que ça va devenir chametz. Autre différence, c'est que là-bas, le tanour, il était chaud, et là, ton tanour, toi, il commence pas à être froid. Imamrou be'tanour tcham, imamrou be'tanour tzonen, imamrou be'tanour shel matechet, imamrou be'tanour shel cheres. Au Bet Amidash, il y avait un tanour qui était en matechet. Toi, en général, dans les maisons, à l'époque, en tout cas, c'était un tanour qui était en cheres. Et un tanour qui est en cheres, il est beaucoup plus difficile à chauffer qu'un tanour qui est en métal. Donc, il lui a dit, tu ne peux pas me comparer les deux choses. Alors, il lui a dit, tu sais quoi? J'ai posé cette question-là à mon Rav en tête à tête. Amar Birmia, Baraba, Shalit et Trabi Beyichoud. J'ai demandé à mon maître Beyichoud, en tête à tête, Béni les Beno. Et au Manou Rav, mon Rav, c'était Rav. Et il m'a dit, Maï Pat Ava, c'est quoi ce pain qui est épais? Pat Merouba. C'est en fait, on ne parle pas du tout de problème de Hametz, on parle par rapport à une grande quantité de pain, et finalement, c'est un problème par rapport à une tira de cuisiner ce pain-là pendant Yom Tov. Et c'était ça le problème. Tu as raison que par rapport à le pain épais, etc., on ne parle pas de ça. Et c'est vrai que même Bet Hillel, il interdirait si le pain est trop épais et que ce n'est pas comparable au lechem apanim. En fait, finalement, ici, de quoi on parle? On parle d'une grande quantité de pain. Et ça, c'est un problème par rapport à la tira. La vraie raison de Bet Shammai qui interdit ça, ce n'est pas à cause du Hametz. C'est à cause du Torah Beyom Tov, une tira qui n'est pas nécessaire pour le jour même. Parce que finalement, c'est quelque chose qui pourrait te servir aussi pour le jour du Chol. Bet Hillel, lui, l'autorise. Parce qu'il a dit que ce pain-là, comme on a vu dans la Gemara plus haut, qu'un pain, il est mieux, il donne mieux quand il y a une grande quantité dans le tanour. Le pain, il est mieux cuit que lorsqu'il n'y a pas beaucoup de pain dans le tanour. Mais Bet Shammai, lui, l'interdit. Ikadamri, on a qui rapporte que Amar Rabbi Armia Baraba Marav, Sheila Rabbi Biyichud, j'ai posé cette question-là à mon maître. Donc finalement, c'est Rav qui a posé cette question à son maître. Et c'est qui le maître de Rav? C'est Rabbeinu Akadosh. C'est Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Nati. Je lui ai demandé c'est quoi ce Pat Ava? Il m'a dit Pat Merouba. Et pourquoi on appelle ça Pat Ava? Mishum de Fisha Belisha, puisqu'on a besoin de le pétrir beaucoup. Vu qu'il y a une grande quantité, c'est difficile à pétrir une grande quantité de pain. Il a mis autre explication pourquoi on appelait ce pain-là Pat Ava. Après, des Aïtana, à l'endroit de ce Tana-là, le Pat Merouba, c'était comme ça qu'on l'appelait. Pat Merouba, Pat Ava Karoulé. Mais en fait, on ne parle pas du tout d'un pain qui a une épaisseur particulière. Alors, elle m'a dit, OK, alors si c'est vraiment un problème par rapport à la fatigue pendant Yom Tov, Mirde, Mishum de Katarar, Tircha, de l'Otsarir, puisque le problème, c'est de se fatiguer une tircha qui n'est pas nécessaire. Vu que tu fais une grande quantité de pain et tu ne vas pas en avoir besoin autant. Alors, pourquoi tu me parles de Pessah dans la Braïta? Parle-moi de Yom Tov. Maïria Pessah, même un autre jour de Yom Tov. Il lui a dit, c'est quoi, tu as raison, c'est vrai. Inachinami. Mais Tana, Yom Tov de Pessah. Et en fait, le Tana, il se rapportait, l'histoire, elle s'est passée à Pessah. Mais en fait, ce n'est pas un problème par rapport à Pessah, ça aurait pu être dans n'importe quel Yom Tov. Tanya Nemiachi, je vais te prouver que c'est comme ça, puisqu'il y a marqué dans la Braïta,
qui dit exactement comme nous. Bet Shammai Omrim, on fait une pat merouba, beyom tov. On parle d'un pat merouba. C'est pas pat ava, c'est pat merouba, comme on a dit. Et c'est beyom tov, et c'est pas seulement un Pessah. Et Bet Hillel, il autorise. Très bien. Donc, on a fini cette Mishnah là, Baruch Hashem. Maintenant, on attaque la prochaine Mishnah, qui va un petit peu être la continuation de la Mishnah précédente, puisqu'on avait vu dans la Mishnah précédente qu'il y avait 3 cas où Rabban Gamliel était mahmir. Là, on va voir 3 cas où Rabban Gamliel est mekil. Afou Amar, Shoshalvarim, les Akel. Aussi, il a dit, Rabban Gamliel, qu'il y avait 3 cas sur lesquels il était mekil contre l'avis des Chachamim. Alors, quels sont ces cas-là? Mechabdim, de balayer pendant Yom Tov, Bet Amitot. C'est-à-dire quoi, Bet Amitot? C'est-à-dire la terre qui est entre les lits sur lesquels on s'asseyait. Bon, à l'époque, ils s'asseyaient sur des lits où ils mangeaient leur séouda, et de balayer là-bas. Est-ce qu'on autorise ou on interdit, sachant que de balayer, ça pose un problème de hachvouiller goumot, de boucher les trous. Alors, ça, lui, l'autoriser. On va voir dans la Gemara pourquoi. Bien entendu, sûrement vous rappelez, on avait déjà parlé un petit peu de ça par rapport à Davar Shel Mitkaven. On verra dans la Gemara. Deuxième halakha, manichim et amugmar. On a le droit de déposer des encens qui vont pendant Yom Tov sur des braises. Alors ça, il autorise Rabban Gamliel, et on va voir finalement c'est quoi la marloquette. Alors je vous dis à l'avance, c'est la fameuse marloquette sur la cigarette, non, j'exagère, sur le problème de davar chez Eno Shavel Echol Nefesh. Quelque chose qui n'est pas une utilité pour tout le monde, d'accord? Donc il y a marqué que tu peux faire du Ochel Nefesh, mais tu ne peux pas faire quelque chose qui va servir qu'à une certaine catégorie de personnes et pas à tout le monde sans exception. Pour pouvoir autoriser une melacha de Ochel Nefesh, il faut que ce soit quelque chose qui soit un tzorer Ochel Nefesh, chavé l'école Nefesh. Alors, mais lui, il a autorisé. Rabban Gamliel a autorisé ça. On verra. Que de faire des encens pour encenser la maison ou pour encenser des vêtements, on verra que c'était que les personnes aisées qui faisaient ça. Et donc, on va voir pourquoi il autorisait. Après, troisième chose qu'il autorise aussi, un truc qui n'a rien à voir, c'est le soir de Oveosin, Gedim et Koulas. On a le droit de griller, de faire des grillades avec un agneau Mekoulas. En fait, Mekoulas, ça veut dire que l'oiseau, l'agneau, il est. Mekoulas, il traduit Rashi, c'est qu'il est armé avec ses armes. Ça veut dire qu'en fait, il est mis comme ça, et tu as tous les membres de l'agneau qui sont cuits en même temps et qui sont, en fait, finalement, c'est un petit peu. Comme Sachim. Exactement, bisous, c'est ce qu'on avait vu dans Psachim. Ça ressemble au Korban Pessah, et on va voir la même histoire qu'on a vue dans Psachim, exactement au Kadakiran. Donc, la Gemara, elle te dit que ces choses-là, lui, il autorisait. Et toutes ces choses-là, les Chachamim ont interdit. Donc, on va voir exactement est-ce que c'est vraiment vrai que Rabban Gamliel, il autorisait ces choses-là, et on va voir pourquoi celui qui autorise, et pourquoi Chachamim interdit. Là, la Gemara va nous expliquer. Alors, nous dit la Gemara. Donc, déjà, on va parler du cas, on va sauter le premier cas, qui nous parle de Mechabdim Babay, à Tabaït, on verra plus tard. La Gemara, elle parle déjà directement du deuxième cas, le cas des encens, de prendre des encens et de les cramer sur le feu, d'accord? De faire cette chose-là, est-ce que c'est autorisé ou c'est interdit? Amar Ravasi te dit que la marque loquette entre Rabban Gamliel et Chachamim, que Rabban Gamliel autorise et Chachamim interdit, c'est les gamères. Les gamères, c'est-à-dire quoi les gamères? Marloquette, les gamères, aval les ariach, divrei akol mutar. C'est seulement pour les gamères, ça veut dire que tu vas faire des encens qui vont s'imprégner dans les vêtements. Ça, tu n'as pas le droit de le faire. De mettre en dessous des vêtements des braises, de la levona par exemple, etc., qui va s'imprégner sur le vêtement, ça, tu n'as pas le droit de le faire. Ça, sur ça, il y a la marloquette mechila. Sur ça, Chachamim nous interdit. Par contre, si tu veux juste faire stam allumé pour faire de l'odeur dans la maison, ça, c'est quelque chose qui est commun à tout le monde et tu aurais le droit de le faire. La riach mutar, divrei akol mutar. Après, tout le monde s'est autorisé. Ça, c'est un tzorer agouf qui est mutar pendant Yom Tov. D'accord? Alors, là, on pose une question métive et en mechabdim et betamitot b'Yom Tov. Il y a marqué qu'on n'a pas le droit de balayer, donc comme on avait dit, entre les lits pendant Yom Tov, et d'après Michel Bet Rabban Gamliel, Mechabdim, la maison de Rabban Gamliel, eux, ils le faisaient. Amar Rabbi Elazar Bar Tzadok, Rabbi Elazar Ben Tzadok, il vient contredire, il te dit que non, jamais de la vie Rabban Gamliel n'autorisait pas une chose pareille. Même Rabban Gamliel, il ne l'a jamais autorisé. Parmim Arbe Nichnasti Achar Abba le Beit Rabban Gamliel, plusieurs fois, je suis rentré avec mon père dans la maison de Rabban Gamliel, Velo Ayou Mechabdim et Amitot B'Yom Tov, il ne balayait pas entre les lits pendant Yom Tov. Qu'est-ce qu'il faisait en fait?
En fait, c'était une impression, on avait l'impression qu'ils avaient balayé pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce qu'ils balayaient la veille de Yom Tov et ils couvraient ça avec un tapis et après ils ont enlevé le tapis, tu avais l'impression que c'était balayé à l'instant. Et là, Mechabzim Otan, mais Yom Tov, ils balayaient la veille de Yom Tov, ou Portim Alehem, Sadinim, ils mettaient des tapis par-dessus, ou le Mahar, le lendemain, quand les invités venaient, que chez Orhim Nichnasim, mais ça qui mettait Sadinim, Venimsa Baït Mitkabel Melav, donc la maison avait l'impression d'être balayée. Amroulo, ils ont dit, c'est comme ça, une ken, une chose pareille, même Shabbat, tu as le droit de le faire. Mais Shabbat, on t'a la faute ken. Et donc, finalement, il n'y a aucune raison d'interdire une chose pareille. Chachamim ne vont jamais interdire une chose pareille, vu que tu n'as rien fait de spécial pendant Yom Tov. Ça, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la deuxième partie maintenant, où on nous parle maintenant du Mugmar. Ve'en manichim et Mugmar b'Yom Tov. On n'a pas le droit de déposer les encens sur le feu pendant Yom Tov. Alors, la Gemara nous dit que Bet Rabban Gamliel, eux, ils autorisaient. Manichin. Et sur ça, Rabbi Zalbezadok, qui vient contredire, il dit non, pas du tout, il n'a jamais autorisé de choses pareilles. Et on avait l'impression qu'il autorisait. Mais en fait, il n'autorisait pas. Et pourquoi on avait l'impression? Amar Rabbi Lahadar Bar Tzadok, parmi Marbe Nichnasi, Achar Abba le Bet Rabban Gamliel. Plusieurs fois, je suis entré après mon père dans la maison de Rabban Gamliel. Il ne posait pas le mouvement sur les flammes pendant Yom Tov. Et la Mevi'im Ardiskaot, il ramenait des gens de Ardiskaot, c'est des kilim qui sont creux, dans lesquels tu pouvais mettre les encens. Il y avait des petits trous par lesquels la fumée, les odeurs sortaient. Et lui, il les bouchait. Il mettait les braises là-bas et il bouchait ça. Tout ça, c'était avant Yom Tov. Il le faisait, il mettait les braises là-bas avant Yom Tov et il le bouchait et il le débouchait pendant Yom Tov. Tu avais l'impression qu'il faisait ça pendant Yom Tov. Chez le Barzel, ou Me'ashnim Otam Me'erev Yom Tov. Il les allumait, il les enflammait, il les enfumait la veille de Yom Tov. Ou Pokekin Nikve'em Me'erev Yom Tov. Et il bouchait les trous de ce truc, de ce qu'il-là la veille de Yom Tov. Ou les machar, qui chez Ochrim Nichnasim, Potrim et Nikve'em. Le lendemain, quand les invités venaient, on ouvrait les trous. Venimsa, Baït Min Gamer Be'elav. Et donc la maison, la maison, regardez, la maison s'odorisait toute seule. Donc on voit que tout le sujet, c'était la maison, c'était pas les vêtements. Donc toi, tu m'as dit que la marloquette, elle était sur le fait d'encenser des vêtements, mais pas sur encenser la maison. Tu vois bien que là-bas, c'est le problème d'encenser la maison. On te dit qu'il y avait une marloquette avec Rabban Gamliel. Alors, bon, en tout cas, il lui a répondu à Marlo et Miken, Af Beshabbat, Mutar Lafat Ken. Alors, il lui a dit, et là, Itmar Achilmar, t'as raison. En fait, il faut corriger comme ça. En fait, Ravasi, il a dit l'inverse. La marloquette, elle est de mettre des odeurs dans la maison. Par contre, si jamais c'est pour donner des odeurs dans les vêtements, d'après tout le monde, c'est interdit. Ravasi, marloquette, la riach. Aval les gamères, mais pour mettre des odeurs dans les mougmars dans la maison, ça c'est dans les vêtements, je veux dire, mais là, ça c'est interdit même d'après Rabbi Gamliel, parce que c'est pas une anaa qui est tzorech hagouf, c'est pour être metaken begadim, ça c'est pas autorisé. Donc là, moi, elle se pose la question, elle demande comme ça. Ibaya Léou, Maou le Hachen, est-ce qu'on a le droit d'enfumer pendant Yom Tov des fruits ou des fruits secs ou des choses comme ça pour qu'ils prennent l'odeur de ces encens-là? Tu veux mettre cette chose-là dans le fruit. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit? Rabbi Yirmiyah Baraba Amar, Rabba Sour lui a dit non, tu n'as pas le droit de faire une chose pareille. Tu n'as pas le droit parce que c'est pas une. En faisant ça, tu vas transgresser la mélacha de Mechabé. Parce que quand tu vas mettre les encens sur les braises, tu vas éteindre à l'endroit où tu vas déplacer. Donc il y a déjà une mélacha qui est faite. La mélacha de Mechabé, la mélacha de Mav'ir, ça va s'allumer. Et tu ne le fais pas les soirs au Chel Nefesh, tu le fais pour quelque chose qui est un besoin qui est pour certaines personnes seulement. C'est seulement les personnes riches qui font ce genre de choses-là. Il lui a dit c'est interdit. Pourquoi Mechabé? Pourquoi? Tu n'as pas compris techniquement pourquoi? Il balance le fruit à côté des braises, c'est ça? Non, il prend les braises, et il prend des encens, et les encens, il les met sur les braises. Et à côté de ça, il y a les fruits. Sur les fruits, tu as dit des fruits, non? Oui. Ouais. Non, justement, il y a les encens que tu vas mettre sur les braises, et les braises, elles vont faire de la fumée. Ouais. Cette fumée-là, elle va s'imprégner dans le fruit. Ouais. Donc, c'est des encens que tu mets sur le feu. J'ai compris. Et donc, ça va enfumer, ça va faire de la fumée. Et cette fumée-là, elle va s'imprégner sur le fruit. Donc là, c'est interdit, parce que ce n'est pas quelque chose qui est fait par le commun des mortels. C'est quelque chose qui est fait que par les blindés. Et ce n'est pas quelque chose qui est fait par tout le monde. Ce n'est pas Chavé l'école des fèches. Shmuel Amar Moutar, lui, il te dit que c'est autorisé. Une chose pareille, c'est autorisé. Il te dit que c'est un effet cette histoire-là. Il te dit que même les Aniim, ils en profitent de ce genre de choses. S'ils ne le font pas, c'est parce que techniquement,
ils n'ont pas les moyens techniques de le faire, mais c'est un profit qu'ils comprennent et ils conçoivent, et c'est un profit qu'ils auraient aimé faire, juste ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais c'est quelque chose qui est nana, connu de tout le monde. Alors, Rav Huna Amar Assour lui dit non, c'est interdit. Ça éteint un petit peu les gachelettes au moment où tu vas mettre les braises, les encens sur les braises, ça va éteindre. Alors, il lui a dit pourquoi tu me parles de Mechabé? Parle-moi aussi au fait d'allumer, au fait que ça va s'enflammer après, pour faire de la fumée, pour bien que ça s'enflamme. Parle-moi du Mav'ir, pourquoi tu me parles du Mechabé? Amar le Rav Nachman, parle-moi du fait que ça s'enflamme. Amar lui a dit Trilato Mechabé, Vesofo Mav'ir. Ça commence par d'abord par Mechabé, ça va éteindre et après ça va s'enflammer. Alors, lui a dit une chose pareille. Amar Rav Yehuda, Al-Gabe Gachelet Assour, de faire ça sur les braises, c'est interdit. Pourquoi? Parce que sur les braises, tu as raison, tu vas éteindre et juste après, ça va faire aussi Mav'ir. Et cette chose-là, vu que ce n'est pas quelque chose qui est commun, une ana qui est commune à tout le monde, tu n'as pas le droit de le faire. Ce n'est pas Chavé l'école Nefesh, donc d'après Ravuna, d'après Rav Yehuda, il suit l'avis de Ravuna, qui dit que c'est interdit quand c'est Eno Chavé l'école Nefesh. Alors je continue la Gemara dans le Chav Gimel. La Gemara te dit Al-Gabe Cheres, par contre de le faire sur du Cheres, sur de l'argile, ça c'est autorisé, c'est moutard. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de kibouille sur le Cheres. Quand tu vas mettre des encens sur de l'argile, tu ne vas rien éteindre. Donc il n'y a pas de problème de Mechabé. Et après, c'est vrai que ça va s'enflammer, mais c'est une avara rachidique ce qui est Shelo Kederer. Donc c'est allié des chinouilles rachidi. Donc vu que c'est allié des chinouilles, tu auras le droit de faire cette chose-là. Et Rabba Amar, Al-Gabe Cheres, Nami Assour. Lui, Rabba, il te dit que même sur le Cheres, c'est interdit. Même si finalement, il n'y a pas de kibouille et que la avara se fait avec un des chinouilles, c'est un problème. Et pour une autre raison, il te dit Mishum Deka Molid Recha. Il te dit une nouvelle notion, c'est le fait de créer une odeur qui n'existait pas auparavant. De créer une odeur qui n'existe pas auparavant, on appelle ça Molid Reach. Molid Reach, c'est un problème pendant Shabbat et pendant Yom Tov. Alors, c'est quoi le problème de ça? C'est quoi? C'est un nolad, quoi. C'est comme un nolad. Non, c'est pas nolad comme mon nolad de Mouxé. C'est nolad dans le sens tu crées quelque chose. Rashi dit que c'est quelque chose qui ressemble. Alors, c'est quoi la chaîne de Rashi? Abonné? Rashi dit que Molid Davar Khadash. Karov Leose Melacha Khadasha. C'est comme tu es en train de. Alors, tu as raison, c'est un genre de. On dirait que c'est un genre de bonnet. Tu as raison. Rashi dit pas le mot bonnet, mais on dirait que ça ressemble à un truc comme ça. Tu as raison. C'est que tu crées quelque chose à partir de rien. Et donc, finalement, une chose pareille, les Chachamim ont préféré l'interdire parce que sinon, il y aura plein de mélachot où tu crées des choses et puis finalement, tu vas te les autoriser en te disant que on t'a autorisé d'être molidréa. Donc, c'est pour ça que les Chachamim, ils ont interdit une chose pareille. Alors, ça, alors maintenant, c'est vrai qu'il y a des Rishonim, il me semble, qui disent le terme de bonnet. Une seconde. Dans Rashi, dans Tosfot, il ne parle pas de ça ici. Bon. En tout cas, c'est vrai que j'avais déjà entendu ce rayon-là. En tout cas, la Gemara continue, elle te dit. Donc, c'est ça le problème. Le problème, c'est d'être molli de réar. Tu vas prendre de l'odeur et tu vas créer de l'odeur dans ces fruits-là. Ces fruits-là, ils n'avaient pas l'odeur de la lévona. Pitom, à cause de tes encens, ton fruit, ta date, elle va avoir l'odeur de la lévona. Ça, tu n'as pas le droit de faire ça pendant Yom Tov. Alors, Rabba et Rav Yosef, ils te disent de eux, d'Amret Tarvayou, c'est Choufé Kasa Ashira et Beyo Matava, de prendre un verre qui a des odeurs et de le mettre sur un vêtement pour que l'odeur rentre sur le vêtement. Alors ça c'est interdit. Asso. Maïtama, Mishum Nekamolidrecha, puisque tu crées une odeur. Très bien. Alors maintenant, moi, elle te dit, finalement, elle se pose la question, elle te dit, on va avoir une Gemara plus tard dans la Maseret qui va nous dire que tu as le droit de prendre du hadas et de le toucher comme ça pour sortir l'odeur. Donc là aussi, tu crées de l'odeur. Pourquoi tu as le droit de faire cette chose-là? Maëvdel entre encenser un vêtement et prendre le hadas et le couper pour sortir non, l'odeur. parce qu'elle est déjà potentiellement présente. Ah d'accord, c'est ce que te dit. Ça répond avec moi. C'est ce que te dit. Maïchena molelo. Pourquoi il y a marqué que tu as le droit d'écraser comme ça du hadas ou mériarbo pour sortir l'odeur, ou alors de couper un endroit pour que l'odeur elle sorte, ou mériarbo. Je dis la Gemara, atam recham miya ita. Là-bas, l'odeur elle existait au soufé ou des kamosif recha. Tu es en train de rajouter de l'odeur.
Tandis que Acha, au Loudé ou des Kamolidrecha, dans la date là, que tu es en train de mettre cette odeur-là, il n'y avait pas l'odeur. Donc tu es en train de créer de l'odeur. Alors la Gemara continue, elle te dit, elle revient sur la marloquette d'avant, est-ce qu'on a le droit d'enfumer les pérotes là, pendant Yom Tov? Rava lui te dit, Alga Vagachlet Namin Moutar. Lui, il autorise sur la Gachlet, comme on avait dit, comme l'avis qui c'est qui a dit ça avant, c'était Shmuel, qui autorisait de faire ça, parce que lui, il considère qu'il n'y a pas de kibouille, et la Havara, elle est un petit peu béchinouille, donc c'est autorisé. Il te dit que Midé Deave Abisra Agoumri, ça ressemble au fait de prendre de la viande et de la mettre sur les comment on appelle ça, les braises. D'accord? Il te dit que ça, c'est moutal, c'est Rochel Nefesh, de poser de la viande sur des gechalim pendant Yom Tov pour les griller. Même si finalement, il va y avoir mechabé, tu vas éteindre un petit peu les braises et tu vas les rallumer un petit peu. Et aussi, tu vas mettre de l'odeur, puisque la viande, elle va mettre de l'odeur dans les braises. Il y a une odeur qui va se créer en plus sur les braises. Tu vas prendre tes braises après, elles ont une odeur de viande. Alors, c'est vrai que cette odeur-là n'est pas tellement intéressée. Mais moi, apparemment, ça ne dérange pas ça. Mais c'est vrai que la comparaison est un petit peu difficile. Je voulais regarder un CFR, j'ai oublié de regarder d'ailleurs. Mais c'est la comparaison est un petit peu difficile. Mais la Gemara te dit que voilà, c'est comme quelqu'un qui met de la viande des grillades sur les braises. Bah, pareil, le goût de la viande, l'odeur de la viande, il va aller dans les braises. On autorise, on ne fait pas d'histoire pour Ochel Nefesh. Donc pareil, là, cette histoire qui est de Tzorech Hagouf, on autorise aussi cette chose-là. Continue la Gemara, elle te dit Darash Rav Gevia mi Bekatil. Il a fait une racha Rav Gevia mi Bekatil, qui venait d'un endroit qui s'appelait Bekatil, à Pitra de Beresh Galuta, sur la porte de Beresh Galuta, donc le Rosh Hagola. Il a dit comme ça Ketura Share. Alors on va expliquer ce qu'est le mot Ketura. Ketura, il peut avoir deux connotations. Soit Ketura milachon Kesher, soit Ketura milachon flamme. Alors la Gemara va expliquer tout de suite. Ketura Share. On a le droit de faire Ketura pendant Yom Tov. Il n'a pas expliqué c'est quoi. Alors il te dit, ça peut être soit Kesher, comme j'ai dit, ou soit milachon Ashan, Ketoret. D'accord? Amar le Ami, Mar lui a dit, Maï Ketura, c'est quoi ce Ketura que tu as autorisé? Et Ketura Beyade, si tu parles de Ketura Beyade, par exemple, d'attacher les Yadé, Beyade, c'est les Beyadaïm. C'est quoi les Beyadaïm? C'est par exemple leurs manches à l'époque, quand ils avaient les boutons de manchette, ils retournaient leurs manches et en fait ils attachaient, ils faisaient un nœud avec une petite corde. Donc si tu me dis que c'est ce genre de nœud-là que tu as le droit de faire, alors il te dit, ça c'est Maaseh Ouman. Pour faire ce nœud-là, ça demande un Maaseh Ouman. C'est quelque chose qui n'est pas autorisé pendant Yom Tov. On n'a pas le droit de faire ça pendant Yom Tov. C'est même carrément, il dit ici, Rachid, c'est Tikkun Keli. Tikkun Keli. Ve'il et Hachen, et si tu ne veux pas dire faire un nœud, mais tu veux me dire enfumer, c'est interdit de faire une chose pareille. Alors, ça voudrait dire quoi enfumer des pérotes? Donc, comme on avait expliqué le cas d'avant, en fait, finalement, ça devrait être interdit à cause de Mechabé. Tu éteins les Gechalim, Daka Mechabé. Amar les Ravashi, les Olam, on parle des Hachen. Et en fait, pourquoi on autorise, comme ce qu'il a dit Rava juste avant, c'est comme de la viande des grillades sur les braises. Et donc, on ne considère pas qu'il y a un problème d'éteinte, puisque à partir du moment où c'est un Tzorech Hagouf, c'est quelque chose qui est nécessaire pour ton gouffre, on autorise autant que le Ochel Nefesh qu'on a autorisé avec les viandes de grillade. Alors, il y en a qui rapportent cet enseignement-là d'une autre façon. À Marley Ami, Marmaï Ketura, il a dit c'est quoi Ketura? Il lui a demandé c'est quoi ce Ketura? Il lui a dit si tu veux me dire que c'est d'attacher les manches là, Ketura Beyade, c'est un Maaseh-Ouman, donc c'est sûr que c'est interdit. Et si c'est d'enflammer Assour, des Kamolidrecha, il y a un problème. Il n'a pas pris le problème de Mechabé, il a pris le problème de Molidreach. Il lui a dit que c'est autorisé Molidrecha. Amaravashi, Anna Amritani Ale, Mishemet de Gavraraba, Amritani Ale. Cette chose-là, je l'ai dit au nom d'un Ben Adam Gadol. Léolam, les Hachen, et c'est autorisé puisque ça ressemble à la viande de grillade qu'on dépose sur les braises. Midé de Ave, Bisra Agumri. Très bien. Maintenant, Agmara reprend l'histoire, le troisième cas qu'on a vu dans la Mishnah. On avait dit dans la Mishnah qu'il autorisait. Vous vous rappelez, il nous manque un cas qu'on n'a pas encore expliqué, c'est le cas de balayer les. Comment on appelle ça? De balayer les. Entre les lits. La Gemara va en parler par rapport à la Mishnah d'après, vers la fin du Pérec. En tout cas, la Gemara, pour l'instant, reprend le dernier cas. Elle nous dit comme ça. On a dit ici que Osim Gedi Mekoulas. Rabban Gamliel, il avait autorisé de faire un Gedi qui ressemblait au Korban Pessah, entièrement grillé comme ça. Elle lui a dit, la Gemara nous rapporte une histoire qu'on avait déjà vue dans la Sahim, ça. Tania Rabbi Yossi Omer, tout douce Ishromi, il y avait tout douce.
c'était un des notables, une personne importante qui était à Rome, un juif. Il a inig et bene Romi, il a autorisé, il a pris cette habitude-là à Rome de manger un agneau, mais koulas, justement, un petit peu comme le Corban Pessah, le soir de Pessah, pour qu'il y ait un petit zecher au Corban Pessah. Ils avaient ce minag-là. Alors, Chalchoulo, ils lui ont envoyé les Chachamim à Toulouse, ils lui ont dit il m'a les Toulousata. Si ce n'est que c'est toi, Toulouse, si on sait que tu es un grand Chacham, on t'aurait mis en idouille. Gozrenu alecha nidouille, on t'aurait mis en idouille. Pourquoi? Parce que Mishum Shatama Achin et Bnei Israël, Kochim Bachutz. Tu fais manger les Juifs des corbanotes à l'extérieur du Beth Amikdash. Ils m'ont dit quoi, les corbanotes? Dafka. C'est parce qu'à la limite, il serait une grande personne qu'il faudrait le mettre en idouille. Parce qu'à la limite, c'est lui qui donne l'exemple encore plus que tout le monde. Alors, c'est vrai, tu as raison que c'est putain, important truc, mais apparemment, le fait que ce soit une grande personne, on voit que c'est parti d'une bonne volonté. Donc, quand c'est parti d'une bonne volonté, la personne ne la met pas en idouille. On met la personne en idouille quand la personne. Et c'est quoi la bonne volonté? C'est quoi la bonne volonté qu'il veut? C'est juste un zécher? Il a voulu faire un zécher avec Corban Pessah. Ça, c'est la bonne volonté. Donc, il a dit oui, mais enfin. Toi, t'es tout douce, on sait que tu as un type correct, on sait que tu as un type bécédaire, donc on ne va pas te mettre en idouille. Mais arrête cette histoire, ne fais plus ça. Maintenant, la Gemara te dit, en tout cas, est-ce que tu crois que c'est vraiment des coachings qui faisaient à l'extérieur? Il fait des coachings par foot. Non, c'est pas des coachings. La Gemara dit que ce n'est pas des coachings, mais ça ressemble à des coachings. Non, il est barcout. Il est barcout. Ouais. Coaching, ça, le caractère, et la Ema, K'en coaching. Ça ressemble à des coachings à l'extérieur. Très bien. Alors, regardez, la Mishnah continue. La Mishnah nous dit Shloshat Varim, Rabbi Elazar ben Azariah, Matir, Chachamim Oslim. Jusqu'à maintenant, on a vu Rabban Gamliel. Maintenant, on nous dit la Gemara, Rabbi Elazar ben Azariah. Alors, il y a trois choses que Rabbi Elazar ben Azariah il autorise et Chachamim interdit. Regardez cette histoire. Première chose, c'est Parato Yotza Beritzua chez Ben Karnea. On avait déjà vu ça dans Maseret Shabbat. La para de Rabbi Elazar ben Azariah, elle sortait avec un serre-tête entre les cornes. D'accord? Avec une petite lanière entre les cornes. Et donc, ça, il autorisait. Il ne considérait pas que c'était un problème de Otsa. Il autorisait. Alors que les Chachamim disent non, c'est un maçon, tu n'as pas le droit de sortir avec une chose pareille. Troisième chose, Mekaredin et Abema Beyom Tov. Tu as le droit de gratter. Tu connais les trucs là pour se gratter le dos et des trucs comme ça. De se gratter le dos de la Bema pendant Yom Tov, il autorisait. Alors, on va voir quel est le problème. Chachamim interdisaient une chose pareille. Maintenant, pourquoi? Parce que ça peut faire saigner, comme on verra dans la Gemara. Ça peut faire saigner la Bema. Il y a un problème de faire signer cette mélacha, de shochet, etc. Donc, la Gemara va expliquer pourquoi Chachamim il interdit. Et troisième chose, c'est que lui, il autorisait Veshochakin et Apilpelin Berechaim Shelahen. Il autorisait Rabbi Elazar ben Azariah à écraser et à moudre le poivre dans leur petit moulin, le petit moulin à poivre. D'accord? Qui était meyuchad pour ça. Et Chachamim ils interdisaient ça. Rabbi Yehuda lui te dit que non, El Meragdim et Abema Beyom Tov, on n'a pas le droit de la gratter. Meragdim, c'est quelque chose qui fait avec Meraked. Mekared, Mechila, Mekared, El Mekardim et Abema Beyom Tov. Il te dit, moi je suis pas d'accord, tu n'as pas le droit de gratter avec un peigne qui a les dents en fer. Pourquoi? Tu es en train tu peux blesser la bête. Mais kartsefin, c'est de la gratter avec un peigne en bois. C'est avec des dents plus épaisses. Donc, dans un cas pareil, tu ne vas pas la faire saigner. Et ça, c'est autorisé. Mais kartsefin, tu peux la gratter avec ce genre de peigne. Les Chachamim eux, ils interdisent tout parce qu'ils te disent qu'on interdit le truc en bois de peur que tu vas venir à utiliser le truc en fer. En tout cas, Gemara te dit ce qu'on voit de l'histoire, la première histoire que Rabbi Elazar ben Azariah a autorisé, les Meimra de Rabbi Elazar ben Azariah, Chada para aviale. Est-ce qu'il avait qu'une seule para? Tu me dis la para de Rabbi Elazar ben Azariah laquelle il autorisait à sortir avec une lanière entre les cornes. On dirait qu'il n'en avait qu'une seule, Rabbi Elazar ben Azariah de para. Pourtant, il y a marqué que il y a marqué que Klesar Alfe Egle Avu Maaser les Rabbi Elazar ben Azariah, mais Aydrei Kol Shata Veshata. Il y avait alors 13 000 Agalim, 13 000 veaux. C'était le Maaser de Rabbi Elazar ben Azariah chaque année. C'est-à-dire, imagine-toi si le Maaser c'était 13 000 veaux. Ça veut dire qu'il en avait 10 fois plus, 130 000 veaux, 130 000 behemoths chaque année nouvelle. Donc imagine-toi la richesse. Et donc tu me dis ça pareil, on dirait comme s'il n'en avait qu'une seule. Avec moi, elle te dit non, il n'y en a qu'une seule. En fait, finalement ce n'était pas la parade de Rabbi Elazar ben Azariah. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette Gemara, c'est une Gemara très intéressante.
Tana, la Gemara nous dit Lo shelo aïta. C'était pas sa para à lui. Et la shel shrenato aïta, c'était la para de sa voisine. Et quoi? Ou mitor shelo, michaba, puisque Rabbi Elazar ben Azaria, il ne lui a pas fait la remontrance. Nikret al shemo, ça s'appelle la para de Rabbi Elazar ben Azaria. La Mishnah, elle a gravé dans le chasse les Dorotes que la para de Rabbi Elazar ben Azaria sortait avec une retsoua entre ses cornes pendant Shabbat. Alors que ça n'avait rien à voir avec lui, c'était celle de sa voisine. Mais il avait la possibilité de lui faire le reproche et de la corriger, et il ne l'a pas fait. C'est pour ça qu'on appelle ça en son nom. Alors, moi, je dis que c'est pour ça qu'on appelle ça en son nom. Alors, juste, on continue un tout petit peu, une petite partie, là, jusqu'au 2 points, au moins peut-être. Ou mes cardines et à BMA Yom Tov, on a le droit de gratter la BMA pendant Yom Tov, d'après Rabbi Elazar ben Azaria, et Chachamim nous interdisait. On avait dit qu'il dépendait le peigne, le gros peigne, le petit peigne en bois, en fer. Alors là, on va penser une braïta. Tanoura banan, Ezou kiroud et Ezou kirtsouf. C'est quoi le kiroud et c'est quoi le kirtsouf? Alors, c'est ce que moi je vais vous expliquer que kiroud, c'est ktanim. C'est des petites dents qui sont fines et qui sont en fer, qui sont fines et qui peuvent planter et faire des blessures. Mais aussi une chaboura. Kirtsouf, gdolim, c'était en bois et c'était épais. VM aussi une chaboura, ça ne blesse pas. Mais shalosh machloktot badavar. Finalement, il y a 3 avis dans la Mishnah et dans la braïta. Donc, il y a l'avis de Rabbi Elazar ben Azaria, l'avis de Chachamim et l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, lui, pense que Davar She'eino Mitkaven Assour. On connaît la fameuse marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon sur Davar She'eino Mitkaven. D'après Rabbi Yehuda, Davar She'eino Mitkaven, même si tu appelles la Kavana, c'est interdit. Donc, c'est vrai que toi, quand tu vas brosser avec le truc en fer, tu n'as pas l'intention de lui faire une blessure. Mais ça peut arriver. Davar She'eino Mitkaven, Rabbi Yehuda, il interdit. Par contre, en bois, tu peux, il n'y a pas de problème. On ne va pas interdire le bois à cause du fer. Donc, Rabbi Yehuda, il pense que Davar She'eino Mitkaven Assour. Mais dans le milieu, Kiroud Ktanim Osim Chabura, Kirtsouf Gdolim, mais Osim Chabura. Le gros, on n'interdit pas. Vélo Gazrinan Kirtsouf Atou Kiroud, on ne va pas interdire le gros peigne à cause du petit peigne. Et Rabbanan, il pense, Rabbanan, c'est vrai. Nami, qui est Rabbi Yehuda, il pense aussi comme Rabbi Yehuda que Davar She'eino Mitkaven, c'est interdit. Donc c'est pour ça qu'on interdit le truc en fer. Maintenant, pourquoi il interdit aussi le truc en bois? Les Gazrinan Kirtsouf Atou Kiroud, on interdit le gros peigne à cause du petit peigne. Et Rabbi Elazar ben Azaria, lui, il pense comme Rabbi Shimon, qui dit que Davar She'eino Mitkaven Moutar. Rabbi Elazar ben Azaria, c'est avec Rabbi Shimon. Davar She'eino Mitkaven Moutar. Ben Kiroud, Ben Kirtsouf Charé, c'est vrai qu'il autorise le tout. Nagma te dit la halacha par rapport à Davar She'eino Mitkaven, Amar Rava, Amar Nachman, Amar Shmuel, Ve'amrela, Amar Nachman Nechoudé, halacha qui Rabbi Shimon, halacha comme Rabbi Shimon qui autorise Davar She'eino Mitkaven. Pourquoi? Tu vois bien, parce que Charé, Rabbi Elazar ben Azaria, modélo, il est d'accord avec lui. Les Rava, les Rav Nachman, il lui a dit, t'as qu'à dire que la comme Rabbi Yehuda, puisque Chachamim sont d'accord avec lui. Pourquoi tu vas comme Rabbi Shimon, à cause de Rabbi Elazar ben Azaria a dit, va comme Rabbi Yehuda, grâce à Chachamim. Amar les Rava, Rav Nachman, Vele Mamar, alors que Rabbi Yehuda, Charé, Chachamim Modimlo. Amar il a dit, Rav Nachman, Rava lui a répondu, Anna, que Rabbi Shimon, moi personnellement, je pense comme Rabbi Shimon. Donc c'est pour ça que c'est plus logique pour moi de dire que la est comme Rabbi Shimon. Et en plus, autre raison pour laquelle je tranche comme Rabbi Shimon, parce qu'il y a Rabbi Elazar ben Azaria. La raison principale pour laquelle je tranche comme Rabbi Shimon, c'est parce qu'il me semble plus logique. Ve'od, Charé, Rabbi Elazar ben Azaria, modélo. Chavak les amis, donc bon, Hachem, on a fini le DAF. Bon, la vérité, c'est qu'on aurait pu finir le Pérec en 5 minutes encore, mais bon, on va laisser pour demain. Demain, on va faire un petit si on Pérec Bineda. Chavak les amis, bravo, moi, merci.